Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième conférence de cette nouvelle édition de Virtual Livre. Aujourd'hui, thème vidéoludique, le streaming de jeux vidéo sur Twitch. Et pour en parler avec nous, Coffee de Coffee Gaming FR. Salut. Donc on va te présenter un peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Donc tu es un streamer multitâche qui est très éclectique vu que tu fais autant du rétro que du AAA que de l'indé. Et tu es aussi partenaire Twitch. C'est ça. Voilà. À partir de quand tu t'es mis au stream sur Twitch? Alors, c'est assez récent parce que je stream depuis 3 ans. J'ai commencé sur YouTube et Hmm. j'ai déménagé sur Twitch il y a à peu près 1 an et demi. D'accord. Donc, vers un nouveau monde parce que, mine de rien, le streaming YouTube et Twitch sont assez opposés. On n'a Voilà. pas forcément les mêmes tendances, les mêmes formats. Et donc, du coup, pour l'instant, c'est un monde que j'apprécie bien. D'accord. Mais justement, tu as répondu partiellement à cette question, mais on va du coup approfondir un peu. Qu'est-ce qui diffère entre le streaming sur Twitch et celui sur YouTube? Alors, en fait, le public est assez différent parce que les gens qui regardent le stream sur YouTube sont souvent des consommateurs de vidéos YouTube. Hmm. Et il y a aussi, on va dire, il y a eu plusieurs périodes du streaming YouTube. C'est-à-dire qu'il y a encore, voilà, il y a 3 ans, quand j'ai commencé, il y avait ce qu'ils appelaient YouTube Gaming. Donc Hmm. vraiment, il y avait un format simplifié autour du streaming de jeux vidéo sur YouTube, avec un système de recherche, de classement, de catégories, etc., qui était plutôt bien fait, qui était facilement trouvable sur smartphone et tout. Et en fait, c'est quand même une communauté qui est relativement jeune, qui suit énormément l'actualité jeux vidéo sur YouTube, qui regardait ça, et peu des personnes qui étaient vraiment forcément spécialisées en visionnage de streaming. Donc moi-même, à l'époque, je connaissais pas plus que ça Twitch. Ça paraissait plutôt austère, très catégorisé, un petit peu labyrinthique. Et en fait, c'est vrai que quand je suis passé sur Twitch, du coup, c'est plus catégorisé par type de jeu, par type de communauté. Il y a une moyenne d'âge un petit peu plus haute, et le public de Twitch consomme pas forcément la même chose. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on remarque chez les gens qui sont dessus, c'est des gens qui regardent pas forcément trop la télé, par exemple, qui préfèrent regarder un streaming le soir en rentrant du travail ou en allant se coucher. Ou même, par exemple, en ce moment, justement, avec le télétravail, il y en a beaucoup qui consomment Twitch tout simplement en travaillant, c'est-à-dire un petit bruit de fond ou sur un deuxième écran, etc. Et ils sont pas forcément non plus des grands consommateurs de YouTube. C'est vraiment deux communautés qui peuvent être assez scindées, mais des fois, il y a des gens qui l'utilisent comme un complément. D'accord, d'accord. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a certains streamers comme justement TheKerry78 qui ont une audience, qui a une audience quand même assez jeune. C'est vrai qu'ils font beaucoup de streams sur YouTube. C'est ça. Mais en fait, souvent, les streams sur YouTube, ce qui arrange justement les YouTubeurs, ceux qui font des vidéos, c'est qu'il y a un cercle vertueux dans le sens où les gens qui viennent regarder les vidéos sont attirés par les streams, du coup, donc ils ont déjà une communauté de base au moment où ils streament. Hmm. Parce que du coup, les gens qui sont abonnés à leur chaîne voient quand le stream est lancé en direct. Et en même temps, le stream amène assez de monde pour avoir encore plus de visibilité sur les gens qui regardent plutôt du live pour amener vers le contenu vidéo et enregistré. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans dans l'exercice du streaming, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch? Ben, c'est tout simplement l'interaction, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé le jeu vidéo, on joue tranquille, enfin je joue tranquille à la maison. Mais voilà, c'est un écran, un joueur. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, ça nous arrivait très 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 souvent de nous inviter les uns chez les autres, de faire passer la manette, de papoter, de dire «Hey, tu connais tel jeu Ah, et puis là, t'as un passage secret.» Et puis, en fait, il y avait tout le temps une interaction. Ou même Et quand il y avait un pote qui te regardait jouer tout en discutant, quoi. c'est ça. Moi, j'avais des voisins quand j'étais gosse, j'allais quasiment tous les jours chez eux. Ils avaient la PlayStation. J'avais quasiment jamais la manette dans les mains, mais je voyais toutes les nouvelles sorties PlayStation, etc. Hmm. Puis on papotait, c'était vachement chouette. C'était les let's play de l'époque, tu sais. Hmm. T'avais pas internet, mais tu voyais directement les gens qui jouaient. Et il y avait même Et Marcus sur Game One qui testait les premiers niveaux des nouvelles sorties sur Level 1 sur Game One. C'était là un peu c'est ça. l'ancêtre du Let's Play en quelque sorte. C'est ça, il avait fait sa première mission en 2000, si je dis pas de bêtises. Il avait testé Metal Gear, des trucs comme ça. C'était un précurseur quelque part, hein. Hmm. De toute façon, dans le monde du jeu vidéo et du rétro gaming, Marcus, c'est un peu notre dieu à tous, hein, avec le joueur du grenier. C'est un peu notre grand frère, je Euh, dirais, même plus. c'est ça, le grand frère, ou le tonton sympa, tu sais. Ouais.
Mais en fait, voilà, c'est ça qui est cool, c'est que en fait, tu rencontres des gens qui ont la même passion que toi ou la même soif de découvrir que toi. Mm. Des fois, des gens qui vont venir, qui vont connaître 10 fois mieux le jeu que toi ou la licence. Des fois, dans le sens, des gens qui connaissent absolument rien, mais qui sont curieux et qui viennent justement pour découvrir et poser des questions. Et, euh, et en fait, quelque part, tu prends goût parce que même en dehors des lives, je joue quasiment jamais, à part quand je dois faire quelques tests pour les lives aux jeux vidéo, mais le peu de temps où je joue, il manque un petit quelque chose. T'as l'impression que c'est un peu plat. Mm. Tu partages rien, tu joues dans ton coin. Et après, j'imagine que c'est quelque chose qu'ont plus, par exemple, les joueurs qui jouent plus en réseau ou des choses comme ça, qui partagent avec d'autres personnes en simultané. Il y a, Moi, vu que j'ai plus tendance à jouer à des jeux solo, ça permet d'avoir un petit peu cette sensation. il y a peut-être aussi, par exemple, pour le rétro, il n'y a pas aussi un peu ce côté Madeleine de Proust, ce côté on partage notre nostalgie avec ceux qui la connaîtraient pas. Il y a un petit peu de ça, sauf que, en fait, ce qui est marrant avec le rétro, alors c'est une niche très spéciale sur Twitch, c'est quelque chose qui est pas très mis en avant en France. Il y a, en fait, la communauté est assez restreinte, ce qui fait que tout le monde se connaît plus ou moins si on traîne sur ce qu'on a depuis un petit moment. Hmm. Que ce soit entre streamers ou même entre viewers, on se retrouve chez les uns chez les autres régulièrement. Il y a un côté Madeleine de Proust et en même temps il y a un côté découverte parce que pour ceux qui streament le plus, bah, mine de rien, on fait très très vite le jeu qu'on a pu faire quand on était gosse parce que même il y a 10 ou il y a 20 ans, on consommait pas le jeu vidéo comme maintenant. C'est-à-dire Hmm. que un jeu qu'on peut finir en 3 jours maintenant, à l'époque on mettait 3 mois. Mais il y a un côté aussi découverte, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui viennent voir des jeux qu'ils n'ont pas pu avoir quand ils étaient gosses, ou qui connaissaient tout simplement pas. Et même moi, en fait, je continue en permanence à découvrir des jeux qui ont 10, 15, 20, voire même 30 ans, sur lesquels j'ai jamais pu jouer. Des fois que j'ai pu entendre ou voir des amis y jouer, voire même des fois des totales découvertes en mode j'ai trouvé un truc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est assez marrant de remettre ça un petit peu dans le contexte de l'époque, de se dire ah c'est marrant parce qu'en même temps il y a tel jeu, je me rappelais je jouais à ça, je me rappelle il y avait ça à la télé. Et en effet il y a un côté un petit peu machine temporelle qui nous renvoie il y a quelques décennies. Ouais, je vois. Je vois. Quelles sont au contraire les plus grandes difficultés que tu rencontres? Si jamais il y a des difficultés que tu rencontres sur une plateforme en particulier, tu peux en parler. Alors, bah en fait, justement, je suis passé sur Twitch parce que j'avais eu des grosses difficultés sur YouTube. La plateforme, elle est vraiment bien pour poster des vidéos, etc. Mais on voit qu'ils ont essayé, entre guillemets, de proposer un Twitch bis pour compléter leur formule. Et le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de problèmes de réseau, de plantage. À la fin, ça devenait un petit peu compliqué. C'est pour ça que YouTube Gaming a fermé, peut-être, non? Ben, peut-être que, alors je sais pas trop, il y avait peut-être une question de rentabilité, peut-être quelque chose qui leur paraissait pas cohérent. Parce que c'est quand même assez étrange qu'ils aient fermé YouTube Gaming, mais quand même gardé la formule des lives. Du coup, c'était vraiment des gros côtés techniques. Mais à la toute base, le gros problème technique que j'avais, c'était qu'on n'avait pas la fibre. Donc, je pouvais justement streamer quasiment que du rétro ou des petits jeux, des jeux Ouais. indépendants, des jeux avec très peu de 3D. Parce que pour commencer à streamer bien, il faut avoir au moins 3 à 5 mégaoctets d'upload, Bien sûr. que quasiment tout le monde a en vrai. Mais quand on est en bout de fil avec l'ADSL, on a quasiment rien. Et puis malheureusement, il faut restreindre ce qu'on fait par rapport à ce qu'on peut avoir. Et après, en termes de problèmes techniques, quand je suis passé sur Twitch, c'est vraiment radouci. Plus de problèmes, plus de plantage. Entre-temps, j'ai été rodé pendant quasiment 2 ans sur YouTube, où j'ai bien appris à utiliser correctement le matériel, que ce soit vidéo, audio, apprendre un peu à utiliser les outils comme OBS qui nous permettent justement c'est le programme de stream qui nous permet, en vrai, quand on sait bien l'utiliser, de faire absolument tout et n'importe quoi, à partir du moment où on cherche un petit peu, qu'on tatouille, qu'on se renseigne. Mais après, ce qui est toujours un petit peu embêtant, c'est comme je fais beaucoup de rétro, le vieux matériel pour le faire fonctionner avec du nouveau et que tout fonctionne bien, c'est un peu c'est un peu la machine de Frankenstein dans le sens où faut prendre une vieille console qui a 30 ans, la relier avec un nouveau vieux câble parce que l'ancien ne marche plus, donc il fallait prendre un câble réédité.
pour relier ça à une machine qui réencode en signal numérique, pour remettre ça à un multipaire, pour relier ça à un dédoubleur, pour relier ça à une carte de capture. Et alors qu'en fait, en vrai, dans la majorité des cas, les gens qui font du rétro, ils s'embêtent pas, ils prennent un émulateur, ça se lance sur ordinateur, ils enregistrent juste leur écran et puis ça marche. Mais Mais t'as jamais eu recours, par exemple, à de l'émulation, par exemple, pour te simplifier la tâche? on va dire qu'une fois sur 100, je lance un émulateur pour pouvoir tester des trucs un peu spécifiques, Hmm. comme par exemple ce qu'on appelle des ROM hacks, ou voilà, ou des jeux faits par des gens sous un certain format. Mais t'as Mais jamais. Mais par exemple, moi, par exemple, à l'époque, quand je faisais du rétro, j'utilisais ROM Station. Toi, tu fais pas confiance aux émulateurs à ce niveau-là? non, c'est pas une question de faire confiance ou pas avec les émulateurs parce que ça marche très bien les émulateurs. Hmm. Après, je parle pas de tout le cadre légal parce que c'est très compliqué. En vrai, on sait pas tout à fait ce qu'on a le droit de faire ou pas avec, mais qui s'est déjà fait taper sur les doigts parce qu'il a utilisé une ROM et un émulateur? Mais en fait, c'est juste pour avoir vraiment le côté authentique, c'est-à-dire D'accord. qu'on joue la vraie console avec la vraie manette, avec le vrai jeu dedans. Il y a, il y a moins le côté pratique, Hmm. mais en attendant, ça permet d'avoir vraiment l'essence même du rétro gaming. D'accord. Et tu as eu des contraintes avec Twitch parce que tu avais parlé du coup des contraintes que tu as rencontrées avec YouTube. Twitch, t'as pas rencontré de contraintes spécifiques? Alors, Twitch, franchement, pour le coup, ça marche toujours plutôt bien. J'ai jamais trop vu la plateforme d'armes ou des problèmes de connexion par rapport à ça. Les seules contraintes qu'il y a dessus, en fait, c'est par rapport à la visibilité. Ouais. J'en suis un petit peu moins victime depuis quelques temps, dans le sens où Twitch, souvent les gens ils pensent, en fait, c'est un peu, YouTube, Twitch, le streaming, le jeu vidéo et tout, c'est un phénomène de société en ce moment qui fait que il y a 20 ans, les gosses à l'école, ils voulaient devenir pompiers, gendarmes, astronautes, etc. Et là, maintenant, tout le monde veut faire streamer ou youtubeur parce que Hmm. ça paraît être l'Altora 2, il suffit de jouer à des jeux vidéo devant une caméra et puis les gens ils viennent voir. Alors qu'en fait, en vrai, c'est pas si simple, dans le sens où ben, quand on se lance sur Twitch, on lance une chaîne de zéro et que on stream, mais en fait, il y a un système d'algorithme qui met plus ou moins en avant les gens, déjà par rapport à leur communauté de départ, par rapport au nombre de gens qui sont en train de les regarder, par rapport à ce qu'ils sont en train de streamer, donc la catégorie. Ce qui fait qu'en fait, quand tu te lances sur Twitch, ben, il y a des gens qui littéralement, pendant des jours, des semaines, des mois, ont un compteur de viewers qui est aussi entre 0, 2, 3, avec des fois le chat qui peut rester vide, littéralement pendant des mois. Je connais. Mais tout le monde a connu ça, parce que tout le monde pense que, allez, tu mets le meilleur jeu du monde et t'es très bon dessus, même le meilleur joueur du monde, le meilleur animateur du monde sur Twitch, peut rester des jours sans avoir personne à qui parler. Ouais. Et en fait, c'est parce que du coup, ceux qui sont mis en avant, c'est bien sûr ceux qui sont déjà en vogue, ceux qui ont déjà une grosse communauté, ceux qui sont sur le dernier jeu à la mode, ceux qui sont déjà instaurés depuis longtemps. Ce qui fait que c'est un cercle vicieux dans le sens où moins t'es vu, moins tu as le potentiel d'être vu, et aussi dans le sens, bien sûr. Ce qui fait que en fait, il y a plusieurs paliers et c'est très très dur de monter pour avoir un petit peu plus de visibilité à chaque fois. Hmm. Donc en fait, les grosses contraintes de Twitch à la base, c'est juste ça, c'est juste les contraintes d'un algorithme qui est au final pas si éloigné de celui de YouTube, mais vu qu'il y a beaucoup de monde en simultané sur Twitch, ça peut paraître un petit peu plus sévère. Et du coup, c'est dur de se dégager du lot. Surtout quand tu fais quelque chose, en fait, c'est assez compliqué parce que si tu fais quelque chose en vogue, en fait, tu as déjà des milliers d'autres personnes qui streament en même temps que toi ce truc-là en vogue. Donc tu es tout en bas du classement, vu que ça met en avant ceux qui ont plus de viewers. Et si tu fais quelque chose de très de niche qui intéresse personne, bah, vu que ça intéresse personne, t'es pas non plus mis en avant et personne ne peut te trouver. Hmm. Euh, Justement, bah, tu as abordé ce sujet-là, c'est le fait que beaucoup pensent que le streaming c'est juste jouer devant un jeu vidéo. Et justement, il y a beaucoup de médias mainstream. Bon, je ne citerai pas de nom, même si on voit qui sont visés, qui disent que le streaming de jeux vidéo, ça consiste juste à faire le guignol en jouant à des jeux devant son public, que c'est pas forcément très productif, limite abrutissant. Euh, Toi, qu'est-ce que tu réponds en règle générale à ces personnes-là qui pensent que le streaming de jeux vidéo, c'est juste comment dire, un passe-temps un peu
rébarbatif qui consiste juste à jouer devant des gens qui regardent. Déjà, je pense que les médias dont tu parles, c'est les mêmes qui disaient il y a quelques dizaines d'années que le jeu vidéo ça rendait violent, que c'était pas intéressant, pas éducatif, les mêmes qui disaient que Internet ça marcherait jamais, les mêmes qui disaient que YouTube ça remplacera jamais la télé. C'est ça? C'est les mêmes médias ou pas? Je suis pas sûr en fait, je crois que c'est des médias différents, mais en tout cas, je sais que c'est des personnes différentes, mais il y a toujours cette critique qui revient. Toi, tu répondrais quoi à ces gens-là en règle générale? Sur Ben, le côté bah, frivole? t'as plusieurs, en fait, t'as plusieurs catégories de streamers, chacun stream un peu à sa façon. C'est-à-dire que tu vas avoir des streamers. En fait, Twitch, par exemple, à la base, à toute base, est très porté sur tout ce qui est autour de l'activité e-sport. Hmm. Donc, l'e-sport, concrètement, c'est de la compétition entre joueurs ou d'équipes de joueurs autour d'un jeu en particulier. Donc, on pense pas mal à League of Legends, Counter-Strike, etc. Où là, par contre, tu vas avoir des gens qui vont pas forcément énormément interagir avec leur public, mais qui vont plus montrer en fait justement l'entraînement, les progrès, les matchs, un peu comme, bah, en fait quelque part les gens qui regardent ça, c'est un peu comme les gens qui disent que le stream c'est con et le jeu vidéo aussi, et qui sont le soir avec leur bière dans la main en train de regarder un match de foot. Ouais. Quelque part, on peut faire un gros parallèle de ça parce que bah en fait l'e-sport c'est juste un renouvellement du sport actuel. Hmm. Après, c'est un monde que je connais pas énormément parce que ça m'intéresse pas non plus, mais je comprends l'engouement qu'il y a pour ça. Après, C'est marrant parce que en Corée du Sud, on n'a pas ces polémiques-là parce que ça fait longtemps que l'e-sport est une institution là-bas. c'est ça, tu as même des écoles de formation, t'as des clubs, t'as tout ça. C'est vraiment quelque chose de purement culturel. Hmm. Nous, on a encore un petit peu, bah, de toute façon, enfin, c'est bête, mais on a toujours les tendances qu'on a, nous, de notre côté, ça vient énormément d'Asie et d'Amérique. On a toujours un petit peu de retard là-dessus, ça se trouve je crois qu'il y a déjà des formations en e-sport qui sont disponibles en France. Tout comme il y a encore quelques années, il y a très peu d'écoles spécialisées en développement et programmation dans le jeu vidéo qui étaient ouvertes, hein. Alors, Et ça, si je peux donner mon expérience là-dessus, parce que je vis à Montpellier, et étonnamment, Montpellier est quand même vachement porté sur l'e-sport, parce qu'il y a une école qui s'appelle, alors je sais plus si c'est l'ISEFAC ou les ICAD, enfin c'est une école de commerce qu'il y a à Montpellier, et ben il y a une branche e-sport, et ce qui est intéressant, c'est que le mec qui est à l'origine de cette branche, il admet lui-même que c'est pour le pognon qu'il y est intéressé. Donc ils sont conscients du côté un peu mercantile de l'esport. Et ils disent carrément, bah, c'est une école de commerce, ils disent non, c'est parce que ça rapportait du pognon, donc j'ai fait ça, quoi. Et il y a des compétitions d'e-sport qui s'organisent à Montpellier. Je ne déconne il y pas. a aussi un autre truc par rapport à Montpellier, c'est tout simplement qu'il y a une branche Ubisoft Montpellier qui a ramené pas mal d'activités autour de la création et de l'informatique là-bas. Techniquement, elle est pas à Montpellier, elle est à Castelnau-le-Lez, qui est aux alentours. Mais tu peux y aller en tram. Donc c'est aux alentours de Montpellier, c'est comme Latte ou Pérol. Euh, Oula, attends, Lady Nin, est-ce que tu pourrais te couper ton micro, s'il te plaît? Il est coupé en fait, je suis en push to talk, donc vous pouvez pas m'entendre normalement, mais si tu veux que je peux le couper, oui. Oui, Mais si jamais tu as envie, j'ai une super réponse à donner sur ce dont vous êtes en train de parler. Voilà, c'est euh, à un moment donné, je vais faire tu viens me donner la parole, je finis même juste. si c'est pas du tout. Je finis juste mon explication et après je te donne la parole. Mais en fait, c'est à Castelnau-le-Lez, mais même en dehors de ça, en fait, il y a notamment une association qui s'appelle Push Start, qui réunit tous les professionnels et futurs professionnels du jeu vidéo en ex-Languedoc-Roussillon, du coup en Occitanie. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une grosse scène là-bas. Donc, ils sont un peu plus portés sur le jeu vidéo. C'est même, je crois, ils sont deuxième sur le jeu vidéo derrière Paris. Donc, voilà, ça doit aider. D'accord. Lady Nin, tu voulais dire quelque chose? Allô? J'ai oublié que j'étais en push to talk. Du coup, je disais que j'étais de passage et que j'étais du coup ravie de suivre un petit peu cette conférence d'une oreille. Du coup, je m'appelle Jennifer Gamblin, je suis sociologue et je travaille sur la culture geek, donc forcément, ça me faisait ce que vous dites. On s'est vu à la convention OSAO la semaine dernière. Ah oui, bonjour. Rebonjour du coup. Donc oui, j'ai une réponse en 2 points à vous faire, qui reprend un peu ce que vous avez dit, hein. Tout d'abord, il y a le côté social, sociétal. Ça veut dire la même chose au final, mais le mot sociétal fait un peu plus pédant, qui veut qu'effectivement en France, le jeu vidéo, c'est toujours un objet qui est mal vu, entre guillemets, exactement comme le disait Kofi, je crois. Le sens où aujourd'hui on accepte de regarder le foot
avec des copains, mais par contre, regarder des tournois de Rocket League, bah, c'est mal vu, alors qu'en fait, c'est exactement la même chose. Exact. On regarde et on écoute des commentateurs autour d'une pratique qui est jouer au foot ou jouer à des jeux vidéo. Mais c'est en train de se démocratiser. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'écoles, exactement comme vous êtes en train de le dire. Et effectivement, ça nous vient de la plus grande visibilité qu'on a des pratiques mondiales, et notamment asiatiques. Et c'est aussi surtout parce qu'aujourd'hui, les garants, déjà les gamers sont en âge de prendre leurs propres décisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants de Nintendo hier, c'est les trentenaires d'aujourd'hui, en fait. C'est vrai. C'est ceux qui ont le plus grand pouvoir d'achat actuellement. Pardon ? C'est pour ça que ils avaient fait une moyenne d'âge, je sais plus, je crois que le joueur moyen avait à peu près 37 ans. Justement, en fait, c'est ceux qui ont le plus grand pouvoir d'achat actuellement, mine de rien. C'est ça. Pour l'année dernière, c'était 39 ou 41 ans, j'ai un doute. Je crois que les garçons, c'était 41 et que du coup, la moyenne descendait à 39 en tout. Mais effectivement, ouais, c'est assez vieux en fait. Enfin, assez vieux, désolé. mais en tout cas, c'est ceux qui ont le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est exactement ça la réponse. Et du coup, j'ai perdu où j'en étais. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est des gens qui aujourd'hui ont pu faire du jeu vidéo leur métier. Et c'est aussi pour ça qu'au milieu du point de vue professionnalisation du champ jeu vidéo, du métier autour du jeu vidéo, avant, on avait une personne qui faisait le jeu vidéo du début à la fin, typiquement Alone in the Dark avec Frédéric Reynald. Et aussi Eric Chahi avec Another World, même s'il a été accompagné par Jean-François Freitas à la musique. Oui, exactement, voilà. Il y a plein d'autres exemples, mais j'aime beaucoup Reynald, donc voilà. Bien sûr. Il a créé le Survival Horror, il faut lui reconnaître ça. Oui, c'est lui qui a créé tout ce genre aussi, c'est pour ça que c'est un très bon exemple selon moi, mais il y en a évidemment bien d'autres. Et du coup, aujourd'hui, pour créer un jeu vidéo, il y a une quarantaine de métiers autour du jeu vidéo. Du traducteur des paroles au dessinateur, enfin vous le savez, je ne vous apporte rien d'intéressant là. Et du coup, c'est arrivé parce qu'on s'est intéressé, qu'on a voulu progresser techniquement aussi autour de ça. Exact. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est justement, tu parles des métiers de jeux vidéo. Il y a souvent les gens qui oublient qu'il y a énormément de métiers qu'on utilise dans la vie de tous les jours pour tout qui sont rapportés aux jeux vidéo. Et je pense entre autres justement à tout ce qui est chargé de com, journaliste, etc. Qui au final en fait applique déjà ce que tout le monde voit dans tout, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés en commerce ou en communication, qui en fait sont rapportés énormément au monde du jeu vidéo et qui ont un travail de fou furieux en ce moment. L'une des écoles justement dont on citait, alors je crois que c'est XP Sport, mais je me trompe peut-être, qui justement a accès ses diplômes, c'est que des diplômes de commercial, de communication. Et en fait, c'est réservé à l'e-sport. En fait, c'est pour créer des créateurs d'événements e-sport. Alors, je me suis trompé, c'est l'ISEFAC. C'est l'ISEFAC à Montpellier qui proposait une branche e-sport, un master e-sport. Oui, ça ne m'étonne pas. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'écoles, alors oui, très coûteuses, auxquelles on vend la pratique du jeu vidéo comme pratique scolaire, etc. Mais c'est des écoles qui sont hyper intéressantes pour avoir eu l'occasion de discuter avec plusieurs directeurs de différentes écoles. Aujourd'hui, alors oui, évidemment, les grosses boîtes tournent autour de l'argent, hein, mais il y a quand même des équipes de passionnés derrière et c'est ça qui est chouette. Alors, je suis un petit peu entre les deux, entre d'un côté me dire, de toute façon, c'est que des usines Afrique, et de l'autre côté me dire, oui, mais c'est chouette d'avoir enfin des espaces où le jeu vidéo est vu comme quelque chose de bon sociétalement parlant et qui ne fait pas que des geeks qui ne sortent pas de chez eux et qui n'ont aucune socialisation. Du coup, c'est quand même intéressant de voir ça. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, c'est des choses qui ont déjà été reportées sur 10 000 autres choses avant, comme la pratique du sport, la pratique de n'importe quel art, la musique et tout. Avant, tout le monde considérait ça comme une perte de temps, de quelque chose de pas très intéressant et productif. Et en fait, au fur et à mesure des modes, le sport, c'est devenu quelque chose de super médiatisé. La musique, c'est devenu également une industrie. Donc en fait, c'est vraiment... le jeu vidéo, c'est comme pour le reste, c'est-à-dire que ça a attendu un gros moment de mode, un gros moment de démocratisation envers les jeunes et les plus vieux, pour que ça commence à devenir intéressant pour des personnes extérieures, que ce soit au niveau social, mais aussi au niveau économique. Je suis d'accord avec... Désolée. Non mais ouais, je voulais intervenir. Mais c'est une petite phrase et je te laisse. Je sais que je parle beaucoup. Ouais. Je suis désolée, après je te laisse tranquille, je vais aller revaquer mes affaires. Il y a quand même la nuance que l'artiste, socialement, il est toujours mal vu, entre guillemets. Qu'il soit musicien, dessinateur, graphiste pour jeux vidéo ou autre, il y a toujours un certain regard sur les artistes qui ne change pas, qui ne diffère pas selon le milieu dans lequel il est. Et qui est peut-être un petit peu plus fort quand en plus il fait du jeu vidéo.
Justement, j'ai la double peine, je suis musicien à côté. Pourquoi. Bon, je te remercie pour cet échange. Je vais vous laisser tranquille pour ne pas. Je voulais juste te rajouter quelque chose pour compléter ce que vas-y. tu as dit, Lady Nin, et après on reviendra à la conférence parce qu'on a beaucoup divergé. C'est que aussi, j'ai remarqué un truc, c'est que beaucoup de cette génération qui ont découvert le jeu vidéo ont formé ce qu'on appelle les Game Studies. C'est les recherches autour du jeu et de ce que ça implique socialement, vu que ça doit te parler, toi, vu que tu es là-dedans. Oui. Et les Étienne Armand Amato, Yann Leroux, toutes ces personnes-là qui sont arrivées pour apporter un point de vue vraiment sociologique aux jeux vidéo et qui apportent vraiment et qui du coup parviennent à dédiaboliser un peu tout cet aspect négatif qu'on a eu sur le jeu, par rapport aux jeux vidéo dans les années 80-90. Alors, je vais essayer de faire une réponse courte, mais ça va être un peu difficile. Parce que On va diverger de mais ouf. je vais essayer de faire ça en moins de 4 minutes, maximum, vraiment très très gros maximum. Ouais, on a beaucoup divergé, on parlait du streaming sur Twitch, on a divergé sur... Justement, je vais finir par quelque chose qui va pouvoir vous faire retomber. Ce qui est intéressant, premièrement, sur les Game Studies, c'est que c'est un champ pluridisciplinaire. C'est-à-dire que, par exemple, tu m'as cité Yann Leroux, il est psychologue. Il y a David Perron, par exemple, qui est à la base sociologue, mais qui est en fait enseignant-chercheur en SIC, sciences de l'information et de la communication. Lui aussi les fan studies d'ailleurs, David Perron. Ouais, David Perron, c'est mon chouchou d'amour. Je te fais des bisous si jamais tu tombes là-dessus. C'est un très bon ami. Bonjour. En plus Tu m'as aidé à faire mon master, au passage. Bah écoute, je lui dirai à ma prochaine partie d'Among Us avec. Et donc oui, les Game Studies, c'est hyper intéressant effectivement parce que ça permet de professionnaliser, enfin d'universitariser, enfin de rendre au sérieux des sujets autour du jeu vidéo, de la culture geek au sens large. Et c'est vraiment chouette, c'est une bonne chose, je trouve, selon moi. Je pense que tu seras d'accord avec moi, du coup. Bah oui, surtout que durant mon mémoire sur les Game Jam, ils m'ont beaucoup aidé, hein, très clairement. Mais je crois qu'on s'est vu à Marseille, toi et moi. Je diverge, mais je crois qu'on s'est vu à une convention à Marseille l'année dernière autour d'un studio qui s'appelle Nohara. On avait discuté hyper longtemps. Tu étais avec un de tes camarades et vous aviez du mal à trouver des chercheurs autour des Game Studies. Mais bref, peut-être pas. Non, parce que je vis à Montpellier, moi. Donc c'est impossible. Bon, bah, peut-être pas. Donc oui, Game Studies, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je suis en train de préparer une petite, pas une conférence, mais un petit cours pour des camarades d'une année de moins que moi, donc c'est pas très... Enfin bref, je divague encore, je vais essayer d'arrêter, sur justement comment communiquer les sciences sociales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chercheurs universitaires ont des blogs, ça existe depuis assez longtemps. Henry Jenkins avait déjà créé un blog sur lequel il échangeait sur ses recherches, etc. Mais plus largement, aujourd'hui, beaucoup de chercheurs ont leur chaîne YouTube, font des live streams, ils adorent ça. L'université de Liège, le Game Lab, ils ont une chaîne Twitch où ils font des conférences. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les outils, les moyens de communiquer autour du jeu vidéo sont repris par aussi des personnes reconnues comme sérieuses par la société. Et c'est cool, je trouve ça génial. Et ça permet aussi de voir et de démontrer aux parents que c'est pas parce qu'un enfant passe son temps sur YouTube ou autre, qu'il ne fait pas parfois des choses intelligentes. Alors évidemment que c'est beaucoup de loisirs, mais parfois il peut aussi s'arrêter sur quelque chose qui va lui enseigner quelque chose, qui va lui apprendre quelque chose, qui va lui être utile peut-être ou pas. Et c'est chouette et il faut le prendre en compte. Voilà, c'était la minute sociologie, je vous remercie. Dis, tu veux pas te proposer pour une conférence pour les prochaines éditions ? Pour les prochaines éditions, peut-être. N'hésite pas à donner mon nom. Du coup, Jennifer Gamblin. Et demander sinon à Loïki, hein, il me connaît très bien, on est très amis. Écris-le-moi en message privé, va. Écris-le en message privé, on verra, j'en parlerai. Mais je dois filer parce que du coup, je suis restée un peu trop longtemps. Ça marche. Merci à toi, Sophie. Bonne continuation sur ta carrière de streamer et de musicien, d'artiste. Et je reste une oreille attentive mais occupée. D'accord, ça marche. Bonne fin de conférence, merci. Bon. Pas de soucis. On a beaucoup divergé, mais franchement, ça pourrait être intéressant que tu fasses une conférence, Lady Nin, enfin Jennifer, du coup. Franchement, ça pourrait être vraiment intéressant. Du coup, on revient à notre sujet. Bon, ça va parce qu'il est resté qu'une seule question. Il y a beaucoup de néophytes qui nous écoutent, probablement, des personnes qui ne sont pas forcément habituées au domaine du stream sur Twitch. Est-ce que tu as des streamers que tu leur recommanderais pour se mettre dans le bain ? Alors, j'ai envie de dire, si vous connaissez plus YouTube que Twitch, regardez un petit peu du côté des YouTubeurs que vous appréciez parce que très souvent, ils font des streams réguliers sur Twitch. Surtout depuis le confinement, en fait, il y a une vague de YouTubeurs qui est arrivée sur Twitch pour occuper leur temps, pour
aussi pour certains pour compléter un petit peu leur communauté ou leur rentrée d'argent. Et ça permet aussi du coup de voir un petit peu ce qu'ils font en temps réel et d'interagir avec eux. Hmm. D'ailleurs, ce qui est un petit peu ironique, c'est que des fois, il y a des très bons youtubeurs qui sont pas forcément très très bons twitchers. Ah oui. Et vice-versa, des fois, il y a des gens qui sont des plutôt bons youtubeurs qu'on redécouvre totalement en direct à travers les streams. Hmm. On a l'impression d'avoir une autre personne, de découvrir une nouvelle facette. Antoine Daniel peut-être Euh, aussi. Antoine Daniel, Comment il paraît qu'Antoine Daniel en stream et en YouTube, c'est pas la même chose, quoi. Alors, Antoine Daniel, forcément, d'un coup, il paraît beaucoup plus posé. Il fait beaucoup de GeoGuessr sur Twitch. Pour ceux qui connaissent pas GeoGuessr, c'est pour ça qu'on n'imagine pas le truc, mais il passe littéralement des dizaines d'heures par semaine, je crois, sur GeoGuessr. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui utilise Google Maps où en fait, on nous largue au milieu de nulle part et il faut deviner en nous baladant, en regardant ce qu'il y a autour de nous, où on est sur une carte du monde. Donc, il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé ça, quoi, quelqu'un qui passe littéralement tout son temps de stream dessus. Mais voilà, il y a par exemple le joueur du grenier qui est arrivé, Conquerax, Edward de Rétro Découverte, enfin, beaucoup de personnes. Après, ce que je vous conseille le plus, c'est tout simplement de regarder par rapport d'abord à vos goûts, dans le sens où il y a des streamers qui. Beaucoup de streamers sont vraiment spécialisés en un type de jeu, en un type de support, en un genre de jeu. Donc ça vous permettra de trouver quelqu'un avec qui vous avez directement une affinité. Et pour ça, la recherche Twitch est très bien fichue. Et après, je vous conseillerais tout simplement à partir de ça de regarder les chaînes recommandées. Parce qu'encore une fois, c'est un gros algorithme Twitch qui va réussir. Alors, j'ai essayé de comprendre par moi-même, mais des fois, il y a des trucs de fou. Parce que dans les chaînes recommandées, je tombe souvent sur des gens qui font la même chose que d'autres streamers que je regarde, mais également des streamers que je regardent. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, je tombe sur des gens que je ne connais pas, mais on a beaucoup de connaissances en commun. Hmm. Donc, vous savez qu'on retombe facilement les uns sur les autres à partir du moment où on regarde ou qu'on joue un certain type de jeu. Donc, ce qui va vous permettre de facilement en fait, créer votre propre éventail de streamers préférés, dans le sens où c'est comme si vous aviez une télécommande avec un pavé numérique quasiment infini, avec toujours des nouvelles choses à découvrir. Et puis après, ce que je vous conseillerais fortement, c'est aussi d'aller regarder les personnes qui n'ont pas forcément plus de vues. Mm. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de vues, parce qu'ils ont des communautés depuis longtemps, parce qu'ils ont une chaîne YouTube à côté, parce que ils sont beaucoup médiatisés. Mm. Mais à côté, il y a des gens qui sont tout au fin fond de l'algorithme, qui viennent de commencer il n'y a pas longtemps, ou qui font pas forcément des choses qui sont très en vogue, et qui parfois sont tout aussi compétents, voire beaucoup plus intéressants que des personnes qui ont 10, 100 fois, 10, 100 ou 1000 fois plus de viewers qu'eux. Et mine de rien, c'est aussi bien de regarder des fois des lives en petit comité, parce que ça permet justement de pouvoir interagir plus facilement. Parce que c'est en fait l'essence de Twitch, c'est de pouvoir interagir avec le streamer. Et forcément, quand on arrive dans un endroit où il y a 5000 personnes qui regardent, réussir à discuter avec le streamer, c'est mission impossible. En général, à ce moment-là, les streamers ne regardent quasiment plus leur chat. Donc des fois, tomber sur des communautés où il y a juste quelques dizaines de personnes, ça permet vraiment de bien échanger, que ce soit avec le streamer ou avec les autres personnes. Ça fait un groupe de potes, en quelque sorte. C'est ça, c'est-à-dire que, je donne par exemple, nous, on est en moyenne, alors, ça peut peut-être pas paraître forcément énorme, mais en proportion par rapport aux autres streams sur Twitch, on est en moyenne une 80aine ou une centaine sur la chaîne en permanence. Donc, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les lurkers. Donc, les lurkers, c'est des gens en fait, qui regardent ou qui écoutent le stream, mais qui participent pas forcément. Mais il y a généralement en permanence au moins une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes qui interagissent, que ce soit avec moi ou avec les autres personnes. Et ça permet d'avoir une conversation à taille humaine. On arrive à se répondre les uns les autres, on se marche pas sur les pieds, le chat défile de manière compréhensible et assez lente pour pas non plus empiéter sur le jeu tout en discutant avec tout le monde. Et du coup, ça permet vraiment de rebondir, de papoter de tout. C'est-à-dire qu'on parle du jeu, mais aussi on se demande comment va la journée, quoi de neuf. Ah, t'as vu le jeu qui est sorti? Ah, au fait, il y a machin qui a fait ça. C'est comme on disait tout à l'heure, on est à plusieurs autour de la console, il y en a un qui tient la manette, puis on papote en même temps, quoi. Il y a justement Et Alexel. ça change des gros streamers, donc faut pas hésiter aussi à aller voir de ce côté-là. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de streamers très intéressants, avec un bon charisme, avec beaucoup de connaissances, qui demandent juste à partager justement ça avec leurs viewers. Il y a Alexel le Neko qui est parmi nous, elle pourra confirmer qu'il y a très peu de gens sur son stream en règle générale, mais on discute de tout et de rien. Je confirme. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Euh, je voulais te poser une question d'ailleurs par rapport à ça, Kofi. Qu'est-ce que tu penses justement de la pratique des raids? C'est-à-dire d'envoyer un petit vidéaste de niche qui a pas une grosse communauté, de leur envoyer que quand un gros streamer lui envoie sa communauté à la tronche d'une manière Alors, positive, mais il y en a beaucoup qui voient ça comme quelque chose de négatif. alors justement, c'est ça que j'adore avec Twitch, parce que sur YouTube, euh, en fait, les chaînes sont pas interconnectées. C'est-à-dire Mm. que sur YouTube, tu faisais ton stream, tu avais ton chat, et concrètement, tu n'avais aucune interaction avec l'extérieur. Mm. Et au final, ça fait que je connaissais très très peu d'autres streamers. Il y avait très très peu d'autres streamers qui venaient me voir. Et au final, si je connaissais, c'était 3 ou 4 personnes, d'ailleurs, bizarrement, quasiment que des Québécois, qui sont beaucoup plus. Ils sont super sociables, les Québécois. En fait, Confirme. on faisait on faisait un raid manuel, c'est-à-dire qu'à la fin d'un live, on mettait la chaîne de quelqu'un, on disait allez tous là-bas, puis après, il fait enfermer le live, puis on est tous là-bas. Et sur Twitch, en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, il y a des fonctions automatisées. Donc, de raid, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire tout simplement quand on finit un live, on appuie sur un bouton et tout le monde est renvoyé vers le live de quelqu'un d'autre qu'on a préalablement choisi, ou de host qui permet sur notre chaîne, quand elle est inactive, de mettre de façon automatique ou de façon manuelle un autre streamer pour que les gens qui viennent voir sur notre chaîne en fait voient quelqu'un qu'on a envie de mettre en avant. Hmm. Et justement, c'est ça qui est incroyable avec Twitch, c'est justement, à mon avis, selon moi, c'est ce qui fait mettre en avant des petits streamers qui sont très talentueux, très intéressants, très ouverts euh, par rapport à par rapport à l'algorithme. C'est ça, c'est les raids et les hosts, c'est-à-dire que une personne qui a personne qui la voit, qui a un raid de 10 ou 100 personnes du jour au lendemain, en fait, ça peut lui faire commencer à monter dans l'algorithme et dans la visibilité. C'est-à-dire qu'elle peut rester pendant des jours, des semaines sans être vue, et le jour où elle a un bon raid, bah, elle commence à avoir des nouvelles personnes, des nouvelles vues, des nouveaux habitués, et du coup, vu que ça monte le compteur de vues, ça monte au niveau de la visibilité, etc. Hmm. Donc en fait, pour moi, le système de raid et de host est juste absolument essentiel au renouvellement, à la mise en avant des bons streamers. Parce que, bah, mine de rien, moi, quand je suis arrivé sur Twitch, j'ai eu une partie de ma communauté YouTube qui est venue avec moi, mais très peu parce que bah, les gens sur YouTube restent sur YouTube. Et ce qui m'a permis de m'ouvrir à d'autres chaînes et d'être aussi vu de mon côté, c'est justement ce système de raid. Donc, systématiquement, quand on finit un live, on raid. Ça fait depuis 1 an et demi que je suis sur Twitch. Je crois que en plus d'1 an, on n'a jamais fini un live sans raid. Parce que ça permet de montrer quelqu'un d'autre qui est en train de faire un jeu qu'on veut montrer ou qu'on aime bien. Ça permet de mettre en avant un copain qui est en train de faire un truc sympa. Et c'est ce qui permet de mettre en avant aussi des streamers qu'on considère comme compétents. Et bah là, justement, c'est ça qui m'a permis aussi d'être entre guillemets vu. C'est-à-dire que là, je suis partenaire Twitch. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire tout simplement que j'ai une accréditation Twitch avec un contrat de 2 ans, etc. Bref, qui montre que, en fait, dans l'absolu, être partenaire Twitch, c'est avoir un petit badge à côté de son pseudo qui dit que tu pèses dans le game. Selon les personnes, c'est ça, hein. En vrai, c'est un peu plus compliqué, mais il y a très très peu de personnes qui l'ont parce qu'en fait, il faut remplir un tas de conditions, dont la plus grosse qui est d'avoir en moyenne sur tout un mois plus de 75 personnes qui regardent la chaîne. Ah, d'accord. On dirait pas, mais c'est énorme, c'est-à-dire qu'il doit y avoir à peine une personne sur 1000 qui a ces stats-là en fait. Et mais Et bien sûr, non, pardon, excuse-moi. ça compte pas les personnes de host ou de raid, bref, c'est un peu compliqué. Mais ça donne plus de visibilité, c'est tout ça. Et en fait, mine de rien, c'est un peu une sécurité. Et si je l'ai eu, c'est parce qu'il y a d'autres plus gros streamers qui m'ont repéré, qui ont un petit peu poussé la chaîne en faisant un petit peu de com, un petit peu de pub, en disant n'hésitez pas à aller voir Kofi, il fait du bon truc. En fait, c'est exactement ce que j'essaie de faire aussi par rapport aux autres. Je donne un exemple. Il y a une streameuse sur laquelle je suis tombé par hasard en mars dernier parce qu'elle faisait un de mes jeux préférés. À l'époque, elle devait être à peine 10 vues. Et en fait, mine de rien, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un lien complet, c'est-à-dire que moi, je l'ai aidé, ça lui a ramené un certain nombre de vues et de personnes, qui a permis à d'autres personnes, d'autres streamers et d'autres viewers de la repérer, ce qui a fait qu'en fait, ben, il y a une sorte de cercle virtueux qui a fait qu'elle a décollé de fou sur Twitch, et elle a eu son partenariat il y a quelques jours, et c'est pas par rapport à moi ou une personne en particulier, c'est parce qu'en fait, ben, dès qu'il y a un petit coup de pouce qui vient de quelque part, ça appelle à d'autres coups de pouce, ça appelle à de plus en plus de visibilité. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent streamer dans leur coin, qui s'en foutent un petit peu de tout ça et qui ne regardent pas forcément les autres. Alors qu'au final, mine de rien, la communauté Twitch, c'est aussi une communauté de streamers entre eux qui se soutiennent, qui voient un petit peu ce que font les autres, qui prennent des nouvelles, qui aident quand ils peuvent, parce que mine de rien,
On communique énormément. Enfin, moi de mon côté, je communique avec pas mal de streamers différents par rapport à des trucs techniques, par rapport à des tas de choses. Et en fait, c'est ça qui est génial avec Twitch, c'est qu'il y a vraiment quand on l'utilise bien, c'est une communication humaine continue en fait. Mais par rapport au raid, t'as pas peur non plus qu'à des moments, certains raids faits par des gros streamers sur des petits streamers mènent au fait que bah, des fois ils font un raid, c'est sur le moment ils font un raid pour faire plaisir aux streamers, et puis une fois que le raid est terminé, bah en fait il y a plus autant d'activité, en fait c'était juste dans l'instant quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette crainte que ça arrive? C'est pour ça qu'en fait, il y a le bon raid et le mauvais raid. Ah, Alors, la différence entre le bon raid et le mauvais raid. En fait, en vrai, tu pourrais très bien choisir de booster n'importe qui et essayer de le raider en mode tiens, je t'envoie des gens, ça te fait du chiffre, fais-en ce que tu veux. Voilà. En vrai, ça marche pas comme ça parce que, je veux dire, si t'envoies, je sais pas, t'as 30 personnes sur ton stream, c'est 30 personnes qui ont choisi de venir sur ton stream parce que tu fais tel jeu, tu le fais de telle façon, tu le fais à tel moment et parce que tu es tout simplement la personne que tu es. Les gens qui viennent voir un stream, c'est pas uniquement pour le jeu, mais c'est également aussi pour l'animateur, pour le streamer. Et si tu envoies ces 30 personnes vers un jeu qui peut ne pas leur plaire, un moment qui peut ne pas leur plaire, ou une personne qui peut ne pas leur plaire, bah en fait, ces 30 personnes, au bout de 2 minutes, il restera plus personne. hmm, Donc, c'est même pour ça, je vérifie, j'essaie de pas toujours raider les mêmes personnes, mais par exemple, si je fais un type de jeu, si je fais, on va dire, un jeu rétro, qui est par exemple un RPG ou quoi que ce soit, et que je vois un copain qui est en train de faire également un RPG, je vais plutôt amener les gens vers lui parce que je sais que c'est des gens qui vont être plus sensibles à ça et donc qui vont être plus aptes à prendre le temps de découvrir le streamer parce que le jeu leur plaît. Et donc à rester, et du coup, bah, la majorité du raid va rester quelques minutes et ça va permettre à la personne de gagner des nouveaux followers, des vues à plus long terme. Parce que du coup, bah, vu qu'ils sont plus de monde sur le moment, ils sont plus vus aussi sur le moment par rapport à d'autres personnes extérieures et également des vues à long terme, tout simplement. Mais un truc qui est tout bête, par exemple, en ce moment, il y a tout le monde qui est en train de faire du cyberpunk, parce que hmm. c'est le rouleau compresseur, bon, qui est pas mal décrit aussi, de cette fin d'année. Le rouleau compresseur Et polonais c'est ça. Et en fait, justement, les gens qui viennent chez moi, souvent, bah, vu qu'on fait beaucoup de rétro et des jeux assez variés, viennent chez moi parce que bah, j'ai fait une fois pour le découvrir, puis on le refera un petit peu plus tard. Parce que bah, ils ont, entre guillemets, c'est triste à dire, mais si tu as 30 streamers que tu suis et qu'il y en a 25 qui font du cyberpunk, bah, tu choisis parmi les 5 derniers si tu as pas envie de voir du cyberpunk, et bah, du coup, ils se retrouvent chez moi. Donc, naturellement, bah, si je vais aider quelqu'un à la fin, je vais pas aider quelqu'un, même si c'est quelqu'un que j'adore et qui fait du très bon let's play, je fais du cyberpunk parce que je sais que les gens vont pas prendre le temps de découvrir cette personne parce que, oh, encore, oh, bon, je passe sur une autre chaîne. Je Ouais. vais plutôt aller voir quelqu'un qui fait quelque chose d'un petit peu différent. Donc c'est pas mal par rapport au feeling et par rapport au contenu du moment et également par rapport au contenu qu'on est en train de faire que le raid est très important parce qu'on peut très bien y avoir un streamer qui envoie 1000 personnes en raid, mais s'il n'y a pas la bonne corrélation entre les deux streamers et les deux contenus, bah, le raid de 1000 peut très vite se retrouver à moins de 100 personnes, à moins de 50 personnes, à moins de 20 personnes. Et D'accord, dans d'autres cas, ça peut rester autour de 300, 400, 500 personnes. d'accord. Donc faire des raids, oui, mais faire des raids réfléchis et en fonction de ce que propose le streamer en question. C'est ça. D'accord. C'est faut réussir à rendre la chose intéressante. Faut pas avoir l'impression qu'on balance les gosses devant la garderie parce qu'on n'a plus le temps de s'occuper d'eux. C'est non, c'est ça. Il y a certains streamers qui sont en mode oui, je rate des gens qui en fait c'est juste bon, il y a machin qui est en ligne, je vous l'envoie, bisous. Et ils envoient les gens et puis en fait ils prennent pas forcément le temps de dire bonjour. Moi, c'est aussi ma bonne excuse quand je vais aider quelqu'un. C'est pour continuer à voir un petit peu ce qu'il fait en contenu et en général, je reste 5 minutes, 10 minutes, même des fois 1 heure en faisant autre chose à côté. Euh, c'est le bon moment pour faire une pause et puis voir et découvrir aussi autre chose. D'accord. Mais le raid, faut qu'il soit utile et intelligent, tout simplement. D'accord. Bah du coup, j'ai pas d'autres questions. On va du coup passer aux questions du public. Est-ce que vous avez une question à poser à Kofi par rapport au streaming sur Twitch? N'hésitez pas à vous démute pour vous poser la question ou alors à me l'envoyer en message privé. Évitez les questions sur le chat. Personne? Ouais. Moi, j'ai une question en fait, mais c'est une question technique en fait, d'utilisation de Twitch. D'accord.
En fait, ça serait. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, quand on est sur Twitch, vu qu'on est face à la caméra et que souvent on fait des trucs, d'avoir la liste des gens qui nous regardent en même temps que le chat, en fait? C'est possible d'avoir ça ou pas sur Twitch? Très bonne question. Je t'avoue que je regarde pas forcément dans le sens où j'interagis qu'avec les gens qui parlent, donc même si je parle au leur cœur aussi au passage. Après, l'autre solution, ce serait de... Attends, je regarde un petit peu. Normalement, il y a moyen de faire popper le chat, je crois. Il y a une Parce fonction que- normalement qui permet de faire popper le chat dans une fenêtre à part, et dans ce cas, ça permettrait à côté d'appuyer en haut à droite sur l'onglet d'utilisation des utilisateurs sur le chat, je pense. Ouais, je pense que ça serait. Faudrait que je trouve ça. Parce que c'est vrai que du coup, pour dire bonjour aux gens quand ils arrivent, souvent, t'es. En plus, moi, je dessine, donc du coup, j'ai le nez sur le dessin, donc je vois pas quand les gens arrivent. Des fois, ils ont dit bonjour il y a 5 minutes. Après, c'est pas plus mal de pas les voir dans le sens où, encore une fois, il y a la majorité des gens qui lurkent et qui aiment pas forcément qu'on interagisse avec eux parce que soit ils veulent être là de façon discrète pour pas trop gêner tout ça, soit parce que comme ils sont occupés, ils ont pas envie de se retrouver entre guillemets à devoir répondre ou à devoir interagir. Donc c'est bête, mais il y a longtemps, j'avais un bot qui disait bonjour à toutes les personnes qui arrivaient, par exemple au nouveau. Et en fait, mine de rien, ça les faisait fuir en mode ah non, mais j'étais là juste pour regarder, je voulais pas forcément savoir que j'étais là, je passais vite fait. Donc, du coup, en fait, le fait de pas forcément avoir la liste des utilisateurs sous les yeux, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ah ouais, bon, ben voilà. Ben merci. De rien. Moi, j'ai une question, mais il faut pas se moquer parce que je Non. connais rien à ce milieu-là. Vas-y. Ah ouais, j'ai pas En demandé la fait, pourquoi, hein. j'ai deux questions. En gros, quand on stream, je sais pas si ça se dit comme ça sur Twitch, Oui. Mhm. on se filme en train de jouer à un jeu vidéo, c'est ça? Alors, C'est on n'est la même pas pratique. obligé de se filmer. Il y a des gens qui le font en no cam et on n'est même pas forcément obligé de faire du jeu vidéo. C'est-à-dire que autant avant Twitch, c'était vraiment une plateforme e-sport. Autant après, ça s'est élargi à plus de jeux vidéo. Autant maintenant, il y a beaucoup de trucs, par exemple, qui s'appellent le Just Chatting, par exemple. C'est la plus grosse catégorie Twitch. Enfin, une des plus grosses. Où les gens, ils font juste que papoter. Ouais, Voilà. il y a même c'était mon mentor en développement web qui m'a appris ça, c'est que il y a les développeurs web, ils font beaucoup ce qui s'appelle une veille technologique pour se tenir au courant de l'actu sur le dev, et il y a des développeurs web, ils streament pour faire leur veille technologique devant les autres développeurs. C'est un concept C'est ça. qui a popé. Et voilà. J'ai un ami développeur qui développe en live. Dans mes amis Twitch, j'en ai un qui est journaliste du jeu vidéo, donc il fait des news tous les jours. Il y en a qui font de la cuisine, il y en a qui font de la musique, il y en a qui font de la politique aussi. Donc pour le coup, en fait, tu peux vraiment streamer tout ce que tu veux. Hmm. D'accord. Et quand tu fais du jeu vidéo, est-ce qu'il y en a qui font sur tous les supports? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui préfère l'ordinateur, mais est-ce qu'on peut trouver des joueurs qui font sur des jeux qui sont plutôt sur console ou pas? Bien sûr. En fait, Ah, les dernières consoles, en fait, de la technologie enfin, des softwares intégrés qui permettent de streamer directement de la console. Donc la plupart des joueurs console stream sans même passer par un ordinateur, donc sur PS4, Xbox, etc. Et autrement, justement, moi je joue énormément sur console en live. On utilise ce qu'on appelle une carte d'acquisition, qui peut être soit un boîtier, soit un composant qu'on peut mettre dans l'ordinateur, pour en fait renvoyer le signal de la console vers l'ordinateur et du coup pouvoir en fait justement streamer du contenu de jeux console. d'accord. Et en fait, sur Twitch, tu peux faire que du direct. C'est ça, c'est-à-dire que en fait c'est ça la grosse différence entre YouTube et Twitch parce que souvent les gens rapportent ça à la même chose. YouTube, le but c'est de faire des vidéos travaillées, montées, etc. Twitch, c'est vraiment plus aspect sur le temps réel. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un live, les gens ils ont le live avec quelques secondes de retard, mais c'est vraiment du direct. Interagir directement en direct, c'est ça l'intérêt, c'est vraiment l'interaction autant parce que YouTube, quand tu mets une vidéo, tu peux interagir, mais qu'avec les commentaires. Donc, il y a toujours un ping-pong qui se fait. Et par contre, en fait, il y a quand même un accès aux rediffusions des lives sur Twitch pendant 2 semaines. Ce qui fait que pendant deux Ok. semaines, les gens peuvent rattraper les lives et tu peux même soit les télécharger toi-même, soit les rediriger vers YouTube. Donc c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je mets. Alors, moi,
passe par un autre truc parce que c'est un petit peu compliqué niveau montage, etc. Sinon. Mais ça permet en fait de retransférer ad vitam aeternam, enfin tant que les serveurs de YouTube fonctionnent, chacun de tes lives directement sur YouTube et par exemple faire une chaîne YouTube consacrée aux rediffusions à long terme. Mais il y a aussi un système de rediffusion sur Twitch. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui repassent des directs qui sont passés il y a quelques heures, quelques jours. Mais après, c'est un système qui est très peu utilisé parce que justement, le but des gens, des viewers sur Twitch, c'est de pouvoir interagir en direct avec d'autres personnes. Et surtout, les vidéos sur Twitch restent 2 semaines et après elles sont supprimées automatiquement par la plateforme. C'est ça. Et quand tu es partenaire, c'est 2 mois. 2 mois. D'accord, ok. Eh ben merci beaucoup, c'est très gentil d'avoir répondu. Pas de souci. De rien. Tu as posé 3 questions au lieu d'une, mais c'est pas grave. Pardon. On va voir si non, mais si on peut permettre d'initier, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez poser? N'hésitez pas. Alors vous pouvez les poster, vous pouvez soit les poser en vocal, soit les envoyer en message privé, mais évitez sur le chat. Moi, j'ai une question. J'ai une question pour moi-même. Non, c'est pas pour moi-même, c'est pour Virtua Livre. Ça vous arrive régulièrement d'avoir justement des... Parce qu'on parlait du phénomène jeu vidéo, et il y a de plus en plus d'ouvrages, alors pas que par rapport à la pop culture, mais par rapport aux jeux vidéo en particulier, par rapport au style, au genre, à l'histoire du jeu vidéo. Ça vous arrive justement de vous consacrer à des auteurs, à des éditions qui parlent un petit peu de ça? Alors il faut savoir que Virtua Livre, on est tout jeune. On a commencé vraiment, on avait des petites éditions, on a réuni des personnes de notre réseau. Et c'est vrai que dans notre réseau, on n'a pas eu ça, mais et pourtant, sachant que il y a des personnes dans Virtua Livre qui étaient dans le gaming, hein. C'est-à-dire que moi j'étais chroniqueur, je faisais des contenus sur le jeu vidéo. Lucas il alternait entre le jeu vidéo et le livre. Oru pareil, John pareil. Il y en a plein dans l'équipe qui étaient là-dedans, mais on n'a jamais eu réellement de personnes dans notre connaissance de personnes qui écrivaient des ouvrages liés aux jeux vidéo. C'est con, mais on n'a pas. Mais, Euh, mais pourquoi pas, hein, mais si on doit un jour en recevoir un, on l'accueille à bras ouverts sans problème. Parce que justement, c'est aussi la lecture, la lecture autour de ça. Il y en a de plus en plus. Je pense qu'il y a vraiment des journalistes spécialisés en ça. Je pense à Florent Gorge Ouais, qui sort des bouquins absolument incroyables régulièrement. Florent Gorge Il qui y est spécialiste de a... l'histoire du Nintendo d'ailleurs, me semble-t-il. C'est ça. Le mec, il arrive à retrouver des informations que même chez Nintendo, ils les ont plus. Je vois. Ouais, mais on est C'est au juste courant de toute dingue. cette littérature, mais on n'a jamais reçu quelqu'un qui en faisait. Mais on est au courant de ça. Florent Gorge est souvent D'accord. cité par Oru, c'est un admirateur de ce mec-là, mais on n'a jamais reçu de personne. Mais si un jour on doit recevoir une, sans problème. Parce qu'il y a également des grandes maisons d'édition. Il y a Pix Love, il y a... Je crois que c'est Okame, si je dis pas de bêtises, Okame Book. Ok, Omake Book. Omake Book, ouais. Omake Book. Il y a vraiment et pour avoir... Alors, j'ai encore une pile énorme de bouquins à éplucher, Mm. mais pour avoir déjà lu une paire, Et maintenant, il y a même c'est assez bien maintenant, il y a même des écrivains qui s'inspirent de jeux vidéo. Ernest Klein. Hmm. Ah, mais même il y a déjà, il y avait plus de 20 ans, il y avait des bouquins qui étaient inspirés autour du monde de jeux vidéo. Je me rappelle que quand j'étais gosse, j'avais lu 2 bouquins. Alors, je lisais beaucoup il y a une époque. On croirait pas comme ça, mais je lisais beaucoup. Maintenant, je fais beaucoup de jeux vidéo. Mais il y avait 2 bouquins qui m'avaient marqué là-dessus. Il y avait un bouquin qui s'appelait No Passaran, qui se basait autour de quelqu'un qui jouait au jeu vidéo Doom, un FPS des années 90. C'est ça, ouais. Pareil, Et 17 heures. également un livre qui s'appelait À l'heure des chiens, Hmm. qui était une enquête autour d'un programme qui se rapproche d'un jeu vidéo, qui était une sorte on va dire, comment dire, d'Oculus Rift avant l'heure, enfin de réalité virtuelle, où en fait des gens essayaient de trouver un trésor dans le jeu vidéo pour essayer de le trouver en vrai, sauf que le programme tuait les gens. Il y avait une grande histoire d'enquête autour de ça. Il y avait déjà énormément d'inspiration par rapport aux jeux vidéo dans les romans et les écrits dans les années 90. Mais ça s'est beaucoup démocratisé avec Ernest Klein, qui du coup a été mis en avant par Spielberg et son adaptation. Donc ça commence à se démocratiser. Avant c'était une littérature de niche, mais j'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus. Enfin, de toute façon, même maintenant, les auteurs, leurs gosses, ils ont une 3DS, ils ont une Switch, ils ont un truc. Ils sont obligés d'avoir un petit peu le nez dessus et presque par force de se voir imposer cette culture. Euh,
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Parce qu'on a beaucoup divergé à nouveau. On diverge beaucoup durant cette conférence, hein. Personne? Bon. Eh bien, on va mettre un... C'est sur ces mots qu'on va clore cette conférence. Merci à tous d'avoir assisté et merci à toi, Kofi, d'être prêté au jeu pour Mais parler, de rien. pour parler de ton expérience. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Le truc que je pourrais dire, c'est qu'il y a souvent des gens qui hésitent à streamer parce qu'ils ont peur. Alors, ils ont peur de pas en être capable, ils ont peur de pas avoir de gens ou trop en avoir. Ils ont peur que ce soit compliqué, ils ont peur de pas savoir quoi faire. Et des fois, il y a des gens comme ça qui jouent dans leur coin, qui regardent d'autres streamers et qui attendent pendant des semaines, des mois, des années, à presque s'y voir contraindre. Justement, le confinement, ça fait popper plein de nouveaux streamers, hein, parce que bah, Bien sûr. quand tu es tout seul chez toi avec un PC, une webcam et un jeu, tu te dis, bah, bon, bah, j'ai 2 mois libres devant moi, quoi. Donc, bah, n'hésitez pas, parce que c'est une expérience qui est très intéressante, que ce soit au niveau des rencontres, que ce soit au niveau technique, on apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on est streamer, que ce soit petit ou grand streamer, on apprend à commenter, on apprend à construire quelque chose, à préparer, on apprend tous les aspects techniques au niveau vidéo et audio, on apprend tout ce qui est autour aussi de la technologie d'Internet. On est notre propre chargé de com, on est notre propre comptable pour ceux qui arrivent à gagner un petit peu leur vie dessus. Donc c'est quelque chose qui est mine de rien assez formateur et qui peut vous apporter un panel de compétences qui peut être utile dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans votre quotidien ou sur votre travail. Donc n'hésitez pas parce que ça vous permettra, même si vous ne faites pas du stream tous les jours, mais un petit coup de temps en temps, ça vous permettra de découvrir pas mal de nouvelles choses. Bien sûr. Et aussi, et on en profite, j'en profite aussi pour dire quelque chose, c'est sans forcément viser la stratosphère, faites ça surtout pour le côté social et ludique que ça peut vous apporter. Oui. Plus que pour atteindre des gros stats. Bon, et bien, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. La prochaine aura lieu vers 20h. Du coup, c'est un atelier d'écriture avec notre invité d'honneur Victor Dixon qui le fera avec l'invité d'honneur de la dernière édition, Christelle Dabos, qui se sont réunis pour faire cette conférence. Donc venez nombreux. Et pour les autres, bonne fin de journée et bonne fin de première journée de salon.